Alors, les convictions que je vais vous donner sur le commerce de demain, il y en a 10. Et je vais essayer de ne pas trop m'éterniser pour qu'on puisse déjeuner, parce que vous devez avoir faim, en fait. Première conviction, c'est qu'il faut écouter les clients pour mieux les comprendre, mais pas leur demander d'imaginer demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand... Parce que moi, je regarde beaucoup de... J'ai pris, par exemple, une étude sur les attentes vis-à-vis des commerçants locaux. Qu'attendez-vous de vos commerçants locaux? Donc ça, c'est pas horizon 2025 ou 2030. Plus de promotion. Ouais, ils vous disent ça en premier. Donc à chaque fois que vous les interrogez, ils veulent du prix, de la promotion, du pouvoir d'achat, vous l'appelez comme vous voulez, mais ils veulent ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Je dis que si on les écoute, on va faire que ça. Et vous n'aurez plus le même niveau de marge, et vous n'aurez plus la même progression, enfin, etc. Bon. Deuxième chose, ils vous disent des horaires d'ouverture plus larges. Troisième chose, ils vous disent plus d'écologie. Donc en fait, il faut absolument écouter les clients, dans tous les baromètres de satisfaction, dans toutes les enquêtes clients, dans tout ce qu'ils peuvent dire, mais il ne faut surtout pas leur demander, c'est-à-dire le cap 2025, ce n'est pas les clients qui doivent le faire. Parce qu'ils ont une très mauvaise imagination sur ce qui se passe demain. Ils ne savent pas. Vous savez, il y en a 43%, je crois encore, qui ne savent pas pour qui ils vont voter dans 15 jours. Alors, ne leur demandez pas. Et vous, le commerce de demain, le commerce de 2025, vous le voyez comment, quoi, en fait? Ils ne vont pas vous répondre. Ou alors, ils vont vous répondre avec des choses assistées. Ils vont vous dire, moi, je voudrais plus de pouvoir d'achat, ouais, je veux des prix. Je veux plus de prix compétitifs. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont plus exigeants. Deuxième conviction, et là, c'est extrait du livre dont je vous parlais tout à l'heure, des incontournables du commerce de demain. Nous, on s'est dit avec Olivier Dauvert, quand on a coécrit le livre, que la clé du commerce de demain, c'était la préférence. Alors il se trouve que ça tombe bien, parce que nous, on a écrit ça en 2015, et puis quand je regarde aujourd'hui sur les plaquettes et sur le site Weldom, enfin, etc., c'est ce que vous dites aux franchisés, c'est d'être le magasin préféré sur la zone de chalandise, le magasin de bricolage préféré sur la zone de chalandise. Et vous avez raison de dire ça, parce que c'est ce qui est le plus important. Parce que la préférence, c'est pas par défaut. C'est-à-dire, c'est là où j'ai envie d'aller. C'est là où j'ai choisi d'aller. C'est pas là où je suis le plus près. Contrairement à la proximité. On avait cette discussion-là tout à l'heure en ouverture. Et en fait, la préférence, de quelle façon elle se fait? De 4 manières. Première manière, assurer ses fondamentaux. Rien de plus important que ça. C'est-à-dire, c'est quoi les fondamentaux? C'est j'ai compris, je rentre dans l'enseigne, je comprends l'offre, je comprends ce qu'on me dit, je suis bien accueilli, ça fait partie des fondamentaux. J'arrive à lire le prix, ça fait partie des fondamentaux. Je veux un produit, il m'intéresse, je dois avoir le prix tout de suite. Et c'est ce qui est le plus important. Pourquoi? Parce que si vous avez l'application mobile, dernière génération, qui est la meilleure application mobile, si les prix ne sont pas lisibles en magasin, bah ça ne va pas. Donc c'est le prérequis, le préalable, et c'est un combat de tous les matins, parce que c'est ce qui est le plus difficile en magasin, c'est d'avoir une exécution parfaite. Deuxième pilier pour créer la préférence, c'est de se différencier, d'être pas comme les autres, quoi, en fait. Alors, je ne peux pas préférer celui qui est comme tout le monde. Il faut qu'il soit différent. Troisième pilier, c'est d'intégrer la révolution digitale. C'est-à-dire que si je veux me préparer mon achat en magasin, si je veux préparer ma visite en magasin, moi, je visite beaucoup de magasins qui ouvrent. Et je vois à chaque fois que sur Google Maps, la plupart du temps, ils ne sont pas prêts. Ce n'est pas la bonne adresse, ce n'est pas les bonnes coordonnées. Ce n'est pas possible au moment de l'ouverture. Vous avez plein de gens qui vont vous chercher sur Google Maps. Donc ça fait partie d'intégrer la révolution digitale. Anticiper sur les futurs filons du commerce. Bah, c'est les abonnements. C'est la consommation collaborative. Vous aviez une conférence là-dessus. Bah, voilà, donc ça fait partie, ça c'est les futurs filons du commerce. Et il faut anticiper là-dessus et il faut travailler là-dessus. Alors je vais vous montrer juste ce que je disais tout à l'heure sur assurer ses fondamentaux. Je vais à Paris-Secrétan, donc j'ai le sigle C qui me montre qu'il y a 25 000 produits qui sont disponibles en 24 heures. Alors ça, c'est pas mal parce que je me dis, en général, c'est bien de me rassurer, moi, client, parce que je me dis, si c'est sur commande, ça peut être long. Il y a des fois, on ne sait pas, ça peut être un mois et demi, enfin, etc. Donc là, c'est pas mal de dire c'est disponible. Et puis, je regarde toutes les prises électriques et je vois cette prise-là, vous voyez, qui est à droite, là, avec le petit C. Mais elle est présentée dans l'offre, mais il n'y a pas le prix. Donc, j'ai demandé à une conseillère, est-ce que vous pouvez me donner le prix, enfin, etc. Et il manque le prix, là. Parce qu'en fait, comme je ne peux pas directement l'emporter parce qu'elle est sur commande, le prix n'est pas consultable par le client. Voilà un exemple
C'est pas pour critiquer. Par ailleurs, le magasin est très bien et j'ai été très bien accueilli. Voilà, donc, et je le dis aussi. Mais c'est un point précis. Et vous avez des clients qui sont très exigeants partout, quoi, en fait. Alors, combien vont le voir? Bah, je suis peut-être le seul à l'avoir vu. J'en sais rien. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont dit, quoi, en fait. Mais peu importe. S'il y a un client qui le voit, c'est un client de trop. Voilà, c'est tout. Donc, il faut assurer ses fondamentaux et sur les basiques, être bon. Tout va jouer sur la préférence. Trois questions sur la préférence. Sur quoi vos clients vous préfèrent aujourd'hui? Ça, c'est super important. Les études clients, elles servent à ça. Quelles sont les vraies raisons de cette préférence? Parce que du coup, ils ne vous préfèrent pas par hasard. Donc, s'ils vous préfèrent, si vous connaissez les vraies raisons, vous pouvez agir sur ces raisons, au moins pour les conserver et les optimiser dans le temps. Et sur quoi voulez-vous qu'ils vous préfèrent demain, en fait? Est-ce que c'est sur les mêmes choses? Est-ce que c'est sur des choses nouvelles? Mais ça, c'est vraiment pour montrer que la préférence, c'est quelque chose qui est très riche. Troisième conviction, pour performer demain et viser l'excellence, il faut développer l'expérience client. Alors, en fait, je fais mon petit schéma. Là. En 1970, globalement, la distribution, c'était prix, choix, service. C'était ces trois items-là. Et puis, depuis quelques années, il y a l'expérience qui vient. Beaucoup d'enseignes confondent encore les services et l'expérience. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Les services, c'est une chose à part entière. Et on sait ce que c'est. L'expérience, c'est une nouvelle définition. Alors moi, je dis, c'est une nouvelle dimension. C'est la quatrième dimension qui est indispensable et qui va l'être de plus en plus. Parce que c'est celle qui agit peut-être le plus sur la préférence. C'est-à-dire, est-ce que, quand vous êtes venu voir tel ou tel magasin, vous avez eu une expérience positive ou pas? Et selon que vous répondez oui ou non, il y a des raisons à ça. Déjà, la façon de préparer les achats, c'est-à-dire même avant d'arriver au magasin. La façon dont vous avez trouvé le magasin. La façon dont vous avez été accueilli. Tout ça, ça rentre dans l'expérience client. Quatrième conviction, pour performer demain, il faut s'attaquer au point noir de l'expérience client aussi. C'est-à-dire pour progresser et se focaliser sur les moments de vérité. Donc, quelle est l'expérience client que délivre Weldom aujourd'hui? Quelle est l'expérience client que veut délivrer Weldom aujourd'hui? C'est-à-dire la différence entre ce que je veux faire et ce que perçoit le client. Ce n'est pas toujours à égalité. Et quel est ce que j'ai appelé le pain problem? Alors, le pain problem, c'est un terme américain, je vais vous le traduire. C'est le problème à résoudre. Qu'est-ce qui emmerde particulièrement, je suis désolé pour le terme, mais voilà, comme ça c'est plus, significatif. Qu'est-ce qui les ennuie, les clients, quand ils vont dans un magasin de bricolage? Si vous savez ça et que vous arrivez à trouver une solution à ce problème-là, vous progressez très fortement. Et en fait, il y a des enseignes qui sont attaquées à ça, au pain problem, en se disant, nous, on va apporter la solution. Et quand ils apportent la solution, quand c'est bien fait, ils progressent. Alors, il faut, par exemple, partir de la frustration des clients en magasin. Alors là, je parle d'une étude en général. Évidemment, pour Weldom, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas regarder une étude générale. Il faut regarder vos études clients et regarder aussi en interrogeant à chaque fois les directeurs de magasin et tous leurs collaborateurs pour savoir ce qui gêne le plus les clients. Mais quand je regarde dans une étude générale, aujourd'hui, ce qui les gêne, c'est la difficulté de comparer les produits en magasin. Et c'est pas facile de comparer les produits en magasin. Vous voyez, je vous ai montré, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le mural là, des prises électriques. C'est pas facile de comparer. Il y en a qui ont le cash avec et d'autres qui ne l'ont pas. Il y en a qui sont de marque et d'autres pas de marque, enfin, etc. Sur quelle base je compare? C'est difficile. Qu'est-ce qui les ennuie? De faire la queue. Faire de la queue et avoir de l'attente. Qu'est-ce qui les ennuie? C'est d'avoir des promotions qui ne sont pas personnalisées. Qu'est-ce qui les ennuie? C'est de ne pas être capable de localiser les produits, passer du temps au magasin. Suivant qui pense que c'est logique que ça soit à cet endroit-là, et puis en fait, ce n'est pas à cet endroit-là. Et donc, évidemment, il faut que le magasin, le personnel soit parfaitement briefé de tous les univers pour indiquer la réponse au client. Et la meilleure réponse à indiquer au client, c'est de lui dire exactement où c'est, et c'est même de l'accompagner, en fait. Voilà. Alors, il y a évidemment des enseignes qui sont formées là-dessus. C'est très, très difficile à faire en magasin parce qu'il faut avoir le temps, il faut avoir les équipes, il faut que... mais c'est évidemment pas pareil. Quand vous êtes client, vous voyez, dans l'expérience, vous posez la question, je cherche les ampoules halogènes, et qu'on vous accompagne jusqu'aux ampoules halogènes que vous cherchez, voire même on répond à votre question, c'est pas du tout pareil que vous voyez personne, ça c'est le pire, ou vous voyez quelqu'un qui vous dit... ouais, c'est au fond à droite, là, c'est le troisième rayon, enfin, etc. Donc ça, c'est pas du tout pareil, quoi, en fait. Et voilà, donc je continue
L'impatience et l'exigence, ça déclenche de nouvelles promesses. Alors par exemple, sur le drive, c'est comme ça que ça a été créé en fait. C'est à partir de ces chronodrive, hein, et ces deux entrepreneurs au sein du groupe Auchan, au sein et pas au sein d'ailleurs quand on connaît l'histoire, qui se sont dit, on regarde toutes les études, les gens c'est une corvée d'aller faire leurs courses, on pourrait faire autrement, on pourrait avoir un point de retrait, et on va, et d'ailleurs c'est resté la promesse du marché, leur dire que quand ils viennent, en 5 minutes, leur coffre est chargé. Donc il y a eu une promesse de temps. Donc vous voyez, c'est parti de quoi? C'est parti de ce pain problème qui était de dire je vais passer moins de temps, je ne vais pas passer forcément par la case magasin. Pour moi, faire les courses, c'est une corvée. Aujourd'hui, vous avez 26% des Français qui font principalement leurs courses sur le drive alimentaire. Donc, parce qu'ils ont résolu un point noir de l'expérience client. Et c'est vrai, on le voit dans d'autres univers. Alors évidemment, sur l'alimentaire, c'est vrai. On le voit par exemple avec Top Office qui crée un drive. On le voit aussi chez les spécialistes aussi, où il y a de plus en plus de choses qui sont créées. Pareil, sur la livraison. Vous avez Amazon qui livre en moins d'1 heure. Vous avez Carrefour qui a suivi. Vous avez maintenant des plats préparés sur Franprix, sur Paris, enfin, etc. Donc la livraison en moins d'1 heure, c'est un nouveau créneau par rapport aux gens qui sont très impatients et qui veulent commander à 18 h et avoir à 19 h pour le dîner qu'ils vont préparer. Et c'est un marché qui n'existait pas et il est en train de naître. Alors, il y a beaucoup de distributeurs alimentaires qui disent mais c'est pas rentable. Sauf que moi, quand je regarde les études, il y a 5 ans, les Américains, quand on leur disait la livraison le même jour, ils vous disaient que ce n'était pas une nécessité. Aujourd'hui, ils vous disent que c'est une nécessité. Quand on leur disait est-ce que vous voulez être livré dans l'heure ou dans les 2 heures, il y avait 5 à 10% des Américains qui disaient qu'ils y tenaient. Aujourd'hui, c'est 30 à 40%. En fait. Donc vous voyez comment, avec le temps, ça change parce qu'ils vont résoudre un vrai problème. Et puis pareil sur le click and collect. C'est-à-dire je ne supporte pas, je suis venu assez tôt pour ne pas être en retard ce matin, j'avais une livraison. Et au lieu de me faire livrer, j'aurais mieux fait d'aller en click and collect parce que je pourrais y aller ce soir quand je serai rentré. Ce raisonnement-là, les clients l'ont intégré. Aujourd'hui, plébiscitent le click and collect parce que c'est eux qui décident. Le click and collect leur permet d'avoir le choix et de décider ce qu'ils vont faire. Donc c'est supérieur à la livraison subie, par exemple. 5e conviction, c'est que le digital, c'est d'abord un outil d'influence. C'est simple. À gauche, ce que vous voyez, c'est ce qui est réalisé par le e-commerce. C'est les 2 petites briques, les 2 $ en vert, sur l'ensemble du commerce total. À droite, ce que vous voyez, c'est tout ce qui influence les ventes sur le digital. Et c'est plus de 50%. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien voir les deux. C'est-à-dire sur le e-commerce, aujourd'hui, regardez ce qui est en vert et regardez ce qui est en blanc, vous voyez que c'est faible sur le total. Alors ça dépend des secteurs après, on est bien d'accord. Et puis par contre, c'est un réel outil d'influence. Donc ça veut dire que le digital est d'abord un outil d'influence avant d'être un canal de vente. Et je peux vous dire que quand on regarde l'étude du Credoc, et je l'ai regardée très précisément pour vous en reparler aujourd'hui, qui a été faite il y a plus de 10 ans, ce n'est pas ce que pensaient les gens, en fait. Les gens qui sont les acteurs du commerce. Alors, en Europe, si on regarde les chiffres, on est à 50% des ventes qui sont influencées par le digital. Ça, c'est les chiffres européens. On est presque à 50%. On y sera en 2019. On est en 2017 à 45%. Qui sont influencés ou réalisés sur le web. Voilà, donc on a un tout petit retard, on a 2 à 3 ans par rapport aux États-Unis, mais c'est déjà aussi une réalité. Et puis les internautes aussi sont connectés au quotidien sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est impressionnant. Donc 70% de ceux qui sont internautes et qui ont une connexion Internet qui sont connectés à Facebook chaque jour. 70%. 59% sur Instagram. Donc c'est des chiffres colossaux. Donc évidemment, il faut faire avec les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, comment ils influencent la décision d'achat? Donc ça, c'est une étude qui a été faite pour La Poste. À tous les niveaux. Alors ça dépend du réseau social que je vais utiliser, mais ça peut être une information supplémentaire sur les produits, ça peut être un rappel d'achat, ça peut être une découverte de produits, ça peut être de la recommandation de produits, ça peut être de trouver un lieu d'achat, ça peut être des alertes de vente ou de promotion, enfin, etc. Donc il y a une vraie influence aujourd'hui des réseaux sociaux. 6e conviction, on n'en a pas encore parlé, mais le commerce de demain, il tient dans la main. C'est-à-dire c'est un smartphone qui va permettre, qui est le pass, le sésame qui permet d'accéder à tout. Et en fait, 70% des gens qui consultent en phase d'achat, qui consultent leur mobile en magasin, et vous voyez en fait toutes les plages
tout au long de la journée, c'est Médiamétrie qui donne ces chiffres-là, le smartphone est connecté en permanence. D'ailleurs, il y a même une dépendance par rapport au smartphone avec les gens qui, la dernière chose qu'ils font avant de dormir, c'est de consulter leur smartphone. La première chose qu'ils font le matin en se réveillant, c'est de consulter leur smartphone. Donc le smartphone est dans la vie et donc dans le commerce, puisque le commerce est dans la vie. Et là, nouvelle citation de Joël de Noronay, les smartphones vont de plus en plus devenir des télécommandes pour contrôler notre écosystème toujours plus connecté. Et c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui avec les applications, avec toutes les applications de services, avec l'utilisation du smartphone, avec les réseaux sociaux qui permettent une connexion quasi permanente. Voilà. 7e conviction, on va de plus en plus vers un commerce augmenté. Alors c'est quoi le commerce augmenté? C'est un commerce dans lequel il y a le plus d'offres. Alors ça, je vous ai expliqué qu'il y avait en permanence des nouveaux entrants. Plus de canaux, plus de data, plus de concurrence, puisque la notion de métier, elle évolue, et plus de technologie et plus de relations. Tout ça, c'est le commerce augmenté. Et si on devait en donner une équation ou une définition, ça serait l'expérience, la data, le mobile, les réseaux sociaux, le digital et le magasin. Je n'oublie pas le magasin qui est dans le commerce augmenté, parce qu'il a un rôle très important à jouer. Donc ça serait l'addition de tout ça, en fait. Je vais prendre un exemple aux États-Unis. C'est une marque de sport qui s'appelle Under Armour, qui est devenue la 2e marque de sport aux États-Unis derrière Nike. Et Under Armour, en fait, ils ont des produits très techniques sur le sport, mais ils ont aussi, pour encourager les Américains à faire du sport et à s'équiper, évidemment, ils ont aussi une communauté fitness avec toutes les applications connectées possibles et imaginables. Et avec aussi les objets connectés quand vous allez courir, enfin, etc., avec les casques connectés, avec tout ça. En fait. Et en fait, là, vous voyez, c'est l'entrée du magasin de Chicago. C'est-à-dire ils vendent ça avant de vendre les produits. Et ils ont, dans tous les magasins de Under Armour, ce qu'ils appellent une health box. C'est-à-dire c'est la boîte à santé, en fait, où ils vendent tous les objets connectés pour faire du sport, qu'ils soient en marque propre, ils en ont beaucoup en marque propre, ou qu'ils soient des fabricants de technologies aujourd'hui. 8e conviction, c'est que les clients sont de plus en plus impatients et exigeants et qu'il faut agir. Et là, je vous montre la citation du directeur tendance et prospective de l'Ipsos qui dit « Nos enquêtes le montrent aussi. Les Français affichent une intolérance totale à l'attente. Ils ont le sentiment de vivre dans l'urgence et ils sont sans cesse à la recherche de moyens de gagner du temps. » Alors, c'est vrai plus ou moins suivant l'endroit où on se situe. Si on est en zone urbaine ou en zone rurale ou dans les petites villes ou dans les moyennes villes, enfin, etc. Mais globalement, ils retrouvent ça dans toutes les études. 9e conviction, c'est que la valeur, ce que moi j'ai appelé value for money, alors je vais vous l'expliquer, va régner plus que jamais. En fait, c'est quoi la value for money? J'ai fait mon premier livre là-dessus, il s'appelait Value for money, c'était en 2005. Et en fait, à cette époque-là, c'était utilisé dans le marketing par les anglo-saxons. Moi, je travaillais pour Pizza Hut et c'est Pizza Hut qui l'utilisait. Et je trouvais que le terme il était intéressant. Et en français, il était traduit par rapport qualité-prix. Et rapport qualité-prix, c'est hyper restrictif. Parce qu'en fait, la value for money, le vrai sujet, c'est de se dire j'en ai pour mon argent. C'est-à-dire, si j'ai eu un panier moyen de 30 € chez Weldom, est-ce que j'en ai eu pour mon argent par rapport à ce que je voulais, par rapport à mon usage, par rapport à ce dont j'avais besoin? Est-ce que j'en ai eu pour mon argent? Mais quand je dis est-ce que j'en ai eu pour mon argent, ce n'est pas qu'une question de prix. Parce que finalement, quand on regarde ce qu'il y a, les déterminants de la value for money, c'est quoi? C'est évidemment le prix. J'en ai eu pour mon argent, il faut que je vérifie par rapport au prix, par rapport à ce que j'ai mis. Mais c'est aussi l'offre, c'est-à-dire est-ce que j'ai accédé à la bonne offre et au bon produit? Donc, est-ce que j'ai choisi le meilleur produit en connaissance de cause, en fonction de mon usage? Et c'est aussi l'expérience client. C'est-à-dire, si j'ai trouvé moins cher que Weldom, mais que j'ai passé 3 heures sur tous les comparateurs de prix pour gagner 30 centimes, bah, ce n'est pas une super expérience. Donc, dans la value for money, c'est moins bien. C'est un exemple. Voilà. Et pour montrer comment certains distributeurs aujourd'hui le jouent, je vais citer l'exemple d'IKEA. IKEA, ils jouent déjà sur leur positionnement, puisque dans la tête des gens, le design, c'est cher, et Ikea, c'est pas cher. Donc du coup, ils ont réconcilié design et pas cher. C'est-à-dire 2 dimensions qui, a priori, s'opposent. Il y a un terme en français qu'on utilise pour dire ça, c'est un oxymore, c'est le nom qui est utilisé pour dire ça. C'est par exemple le contrat de confiance de Darty. C'est-à-dire si vous avez confiance, vous ne faites pas de contrat. Si vous faites un contrat, c'est que vous n'avez pas confiance. Voilà. Et donc c'est ça l'oxymore, et c'est ça qui donne de la valeur. Et on voit la valeur que ça a apporté à Darty de parler de contrat de confiance. Parce que c'est 2 dimensions qui s'opposent. Et donc, vous voyez, un bon design, ça doit rester accessible.
C'est-à-dire que si le design est extraordinaire, mais que personne ne peut se le payer, ce n'est pas un bon design pour eux. Et puis dans la value for money, alors elle est sur le positionnement de l'enseigne, mais elle est aussi sur les produits. Alors là, j'ai pris un sol stratifié, voilà. Et vous voyez, alors on me donne le prix, mais dans la value for money, on me dit aussi qu'il est garanti 10 ans. Bon, ce qui est déjà une information. Alors je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas par rapport au marché, mais en tout cas, comme on n'achète pas des sols stratifiés tous les jours, on ne sait pas trop. En tout cas, 10 ans, c'est un vrai signe de réassurance pour le client. Et puis on me dit 55 000 visiteurs par semaine passent sur ce sol stratifié. Bon, moi, j'invite souvent des amis chez moi, mais 55 000, je n'ai jamais eu. Hein. Donc, si ça résiste dans le magasin, ça va résister chez moi. Voilà, je peux être convaincu par l'expérience. Voilà. Là, on est vraiment dans la value for money, on donne de la valeur au produit. Dernière conviction, c'est que le sens est de plus en plus incontournable dans le commerce. Et donc, je pose la question, si la vraie bataille à mener pour les commerçants, elle portait sur le sens, c'est quoi le sens ? C'est la raison d'être, la valeur, la finalité de quelque chose qu'il justifie, l'explique. Exemple, donner un sens à son existence. Appliqué au commerce, c'est donner du sens à son positionnement, à sa vision, voilà, d'où l'importance de la démarche CAP 2025, à sa mission, à son offre de produits et de services, à l'expérience à vivre, à la relation avec les clients en valorisant le personnel et la compétence et les savoir-faire du personnel. Et vous voyez, alors, c'est des exemples récents qui sont sur le sens. Carrefour meilleur chaque jour. Intermarché, producteurs et commerçants, c'est un des plus gros buzz viral dans la distribution. Voilà, avec une petite phrase, moi je l'ai superposée, elle n'est pas comme ça dans le film. Nous sommes producteurs et commerçants pour vous aider à manger un peu mieux tous les jours. Voilà. Et là, on est vraiment sur le sens. C'est-à-dire, ils ont une mission. Et après, ils ont des preuves pour incarner cette mission. Et puis mettre les preuves en magasin. Et puis voilà, la démarche, elle se fait progressivement. Et puis pour donner du sens, en fait, ce qu'il faut, une marque, c'est un faire savoir, mais c'est aussi le savoir-faire. C'est-à-dire qu'il faut jongler entre les deux. Donc donner du sens, c'est valoriser son savoir-faire et le faire savoir, quoi, en fait, voilà. Et alors il y a même une formule qui est utilisée par Serge Papin, le patron de U, qui est son savoir-faire valoir. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ou pas, mais bon, moi je préfère dire faire savoir du savoir-faire ou le faire savoir et le savoir-faire, c'est de concilier deux notions. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez dans un magasin je ne sais pas, celui qui, sur tout l'univers de la plomberie, va être le plus compétent possible, le savoir-faire, il est là, il est dans le magasin. Par contre, il y a le faire savoir, c'est-à-dire comment on va le faire savoir au client, au-delà du fait que je vais discuter avec lui et que je vais lui accorder une compétence parce qu'il va me donner toutes les informations dont j'ai besoin, il va bien me conseiller. Donc ça aussi, c'est une vraie démarche en magasin. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.